le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, je ne couperai évidemment pas c'est tout. On se retrouve pour l'épisode numéro 302. 302, ouais, putain, ça claque. Avec la préparation mentale avec Sylvester Stallone. Alors, malheureusement, Sylvester a eu un empêchement et du coup, il n'a pas pu enregistrer avec nous. Mais je vais essayer de vous traduire ses paroles au mieux. Alors, c'est une question qui ne m'a été posée par absolument personne. C'est un sujet de mon propre chef pour en fait, sous couvert de sa sainteté Sylvester, vous parler du coaching mental, voilà, la préparation mentale. C'est vrai que souvent ça m'a fait rire. Tiens, d'ailleurs, l'anecdote arrive d'elle-même. Sur un stage de vélo en junior où on avait une préparatrice mentale qui était venue. Elle était gentille, hein, évidemment. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça part mal en général. Donc elle était tout à fait convenable. Et à un moment donné, on faisait tous du vélo un peu à haut niveau. C'était le pôle espoir VTT, puis on faisait un peu de route. Et en fait, quand on l'écoutait, t'avais l'impression que c'était le cerveau qui commandait, tu vois. Puis finalement, s'entraîner, secondaire, quoi. Secondaire. C'est bon, allez, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais visualiser une colline, et je vais m'imaginer en train de la monter, et puis voilà, le muscle va grossir tout seul, tu vois. Donc évidemment, tous les bodybuilders appliquent ce concept, hein. Ils restent dans leur lit, ils visualisent une haltère de 100 kg au curl biceps, et puis le biceps, hop, il enfle tout seul. Remarquez, ça fonctionne presque quand on prend des stéroïdes. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez masquer leur prise, n'hésitez pas à prendre un diurétique comme de la chlorthalidone ou d'autres trucs. Alors, après on se moque un peu des préparateurs mentaux, mais ils sont bien sûr tous de différents horizons. En fait, attention, encore une fois, préparateur mental n'est pas égal à préparateur mental. Hein. Il y a tout, et n'importe quoi peut-être, mais par exemple, voilà, je pense qu'un Stéphane Brognard te secoue largement plus que cette gentille dame qu'on avait eue, et harmonise tout à fait la violence d'un entraînement avec quelque part l'intelligence de l'esprit, enfin bref. Et d'ailleurs, je pense à ce podcast aussi a été un peu propulsé par une remarque d'un patriote. Alors je vais le citer, Alexandre Boabdella, qui était ou qui est, je ne sais plus, ça remonte à longtemps, il me semble qu'il m'avait posé la question en 2022, qui était entraîné avec Stéphane Brognard. Et à un moment donné, en fait, Stéphane lui demandait de se servir d'un souvenir difficile de son enfance pour l'aider dans les séances dures à avancer, tu sais, pourquoi je me bats, etc., machin. Et en fait, Alexandre, il m'écrit, il me dit, putain, mais moi, j'ai eu une enfance heureuse, quoi, tu vois, j'ai pas eu de problème, mes parents étaient sympas, à l'école, tout allait bien, tu sais, j'ai pas tapé sur les autres pour m'en sortir dans la vie, donc tout va bien, moi, j'ai pas de souvenirs particuliers, et en fait, moi, c'est un peu mon cas aussi, c'est vrai que j'ai eu une enfance particulièrement heureuse, douce et chaleureuse, c'est normal, hein, bien sûr, en tant que duc, seuls les gueux souffrent. Et donc je vais vous narrer un petit peu tout cela, ce qui m'amène à, vous le verrez, au niveau de l'adolescence, faire le parallèle avec d'un coup l'apparition de Saint Stallone. Alors tout d'abord, nous allons, après cette pré-introduction, entrer maintenant dans l'introduction. Il y a plusieurs introductions en une, hein, attention, hein, je vous invite d'ailleurs à regarder le film Inception à ce sujet, qui est très, très passionnant. En remerciant les nouveaux patriotes, alors qui sont nombreux, c'est vrai qu'en ce moment vous avez été attirés un petit peu, pas comme les mouches sur la merde, on va dire plutôt comme les abeilles sur le miel, c'est quand même beaucoup plus raffiné, même si l'image est sensiblement la même. Vous avez été beaucoup attirés par les articles de Nicolas Martin, puisque ça y est, c'est fini, donc on lui avait dit, tiens Nico, on a tous les deux écrit un e-book, enfin toi t'as fait la partie intelligente, moi j'ai fait les remarques drôles,
ou de mise en situation. Et bref, on a sorti un e-book qui résume comment progresser en trail. Voilà, vous le lisez, il fait 80 pages et puis après c'est réglé, vous savez tout faire. Et on a eu quelques remarques. Ah bah oui, mais vous entraînez en gros que jusqu'au format 80. C'est vrai qu'on proposait une préparation au templier plus ou moins idyllique. Alors Nicolas est un petit peu coach, hein, c'est vrai, puis il a fait 3 fois deuxième au Templier, d'autres places d'honneur, donc s'il vous dit il faut faire ça pour être bon au Templier, moi j'aurais tendance à le croire. Bordel. Et cet e-book, c'est vrai qu'il manquait un petit côté ultra trail, pour ne pas dire randonnée pédestre, puisque déjà, moi qui finis à l'avant des ultras, je marche un sacré paquet de temps. Donc quand j'imagine des gens qui mettent 2 fois plus de temps que moi, je pense que le mot courir s'emploie de manière assez rare. Et du coup, dans l'e-book, il manquait ce petit côté un peu aventure, ce petit côté un peu comment faire pour durer, etc. etc. Eh bien, en l'espace de 4 articles, Nicolas Martin, l'intendant du Trièves, a réglé la question. Voilà, c'est fait. Paf. Un article par semaine, 4 articles, comment performer en ultra. Hop, c'est ficelé. On a mis ça dans un coin. Ça a été répertorié sur mon site internet. Les patriotes, ils ont accès. Les autres, ils n'ont pas accès. Et puis voilà, la question a été vite répondue, hein, comme dirait l'autre. Donc merci à nos nouveaux patriotes qui sont en train de lire ces petits délices. Alors en parlant de délices, ce vendredi, je vous lâche une bombe, voilà. Alors, ce n'est pas une métaphore pour vous dire que je vais péter, ça n'a rien à voir. Non, ce vendredi, je vous lâche un article exceptionnel, encore une fois. C'est de l'exception, une exception, une autre exception, voilà, c'est la folie. Je vous ferai un truc de merde un coup, comme ça vous sentirez un peu la différence. Ouais. Je vous partagerai un truc pourri là dans quelques semaines. Un truc un peu pourri, ouais, comme ça atténuera un peu, puis on repartira sur de la Dutch Qualitat après. Donc ouais, tout ça pour dire bienvenue aux nouveaux patriotes. Benjamin Desrues, Adrien Andraille, Thomas Laferre, Joris Botta, Cédric Lebertz, Stéphane Cochat, Charlie Miguel et Nicolas Grélin. Alors Nicolas, qui est en fait un routier qui va passer au trail, mais qui est chaud, il est chaud bouillant. Il y en a un qui a fait ça, là, Pierre Galbourdin. Il est au Team Brooks, il vient de faire 2e derrière Hugo Deck, aux 30 km de la Sainte-Baume. Allez, bienvenue Pierre Cadria, Vincent Diener. Toutes ces informations ont été balancées dans la revue de presse, hein, bien sûr, donc vous êtes en avance sur environ tous les médias, hein, si vous êtes abonné à mon Patreon. Sébastien Rossi, Damien Depy, Alexandre Viol, qui après avoir fait quelques revues de presse, environ 70 au début, a passé la main, puis là il vient en tant que consultant, tu vois, sur le Patreon. Pierre Bourg, Aurélien Beveraggi, Thomas Quentin, Fabrice, CME, Samuel Doucet, Florian Barrier, qu'est-ce que c'est que cette news là ? Putain, dégage-toi. Martin Gagné, Éloine Bernier, et voilà. Très bien. Très très bien. Alors, sur le Patreon, bon c'est bon, je vous ai déjà décrit un petit peu tout ce qu'on faisait. En gros, vous allez être ultra calé sur le trail running, bien sûr. D'un point de vue speaker, eh ben écoutez, actuellement on est en train de serrer les fesses, vraiment très très fort, puisque je suis animateur donc la semaine prochaine, c'est quoi, c'est 9 et 10 mars ou 9 et 10 mars aux courses de la Savoyarde. Alors c'est des courses de ski de fond, et le problème du ski de fond c'est qu'il faut de la neige, et le problème actuellement c'est que la neige on en a plus, de temps en temps elle tombe mais en quantité extrêmement faible. Alors pour l'instant ça a l'air de jouer pour la course la Savoyarde, mais à tout moment le Duc passe au chômage technique, mais sans le chômage quoi, qu'avec le mot technique, tu vois. Donc Inch'Allah quoi, hein, qui vivra verra pour cette petite Savoyarde qu'on animera ou pas la semaine prochaine.
D'un point de vue athlète, eh bien écoutez, casquette verte, l'ami Alexandre Bouchex, je ne sais plus, a balancé comme ça l'info. C'est vrai que je participe à l'éco-trail. Alors en fait, participer est quand même un euphémisme puisque je l'ai préparé tout l'hiver. Donc c'est plutôt plus ou moins le premier objectif, quoi. Mais avant d'aller à la Tour Eiffel, j'y suis jamais allé, donc voilà, comme ça sera l'occasion. Avant d'aller à la Tour Eiffel, eh bien, je vais au Trail du Vulcain ce week-end pour courir le 22 km, mais qui n'est finalement qu'un prétexte, un week-end patriote déguisé, puisqu'on sera 15 dans le logement, et je crois que sur le calendrier, là, tous ceux qui se sont inscrits à la course, notre calendrier interne, puisque bien sûr la Duc Army a son propre calendrier, on peut pas utiliser celui des autres, il pue trop la merde, on a notre propre calendrier. Je crois qu'on est un peu plus de 20 quand même. Voilà, donc évidemment il y aura un banquet, évidemment le logement qu'on a loué à côté, les hôtels de luxe, si tu veux, c'est des trucs de pauvres. On sera vautré dans le jacuzzi. En fait, la question c'est ce qu'on prendra le départ, parce que quand t'es dans le jacuzzi à 35 degrés, est-ce que tu veux te lever à 6h du mat le lendemain pour faire la course? Voilà, une question qu'on va devoir répondre lorsqu'on sera dans notre manoir ce vendredi soir. Alors en plus le propriétaire des lieux m'a appelé, visiblement il y a mis une nouvelle table extrêmement grande pour pouvoir faire ce que je vous disais, c'est-à-dire un banquet. Alors, est-ce qu'on arrête l'introduction ici? Non, bah non, pas déjà. Je vous parle des t-shirts. Les t-shirts, évidemment made in la France, bien sûr, fait ici sur notre sol français, avec des vrais ouvriers français qu'on peut payer très cher pour nourrir grassement nos députés ou nos sénateurs qui avaient bien besoin cette année d'une augmentation de 700 €, ça c'était primordial. Et c'est justifié, ils nous ont dit c'est à cause de l'inflation, du coup on fait plus 700, ok. Est-ce que vous êtes au courant que les autres métiers ils l'ont juste eu dans le cul, l'inflation? Non, vous le saviez pas. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai reçu les t-shirts, ça y est, le stock est là. Alors, calmez-vous, ceux qui l'ont précommandé, je vais vous les envoyer doucement, là, il y a des cartons partout, des lettres cartonnées, des gros cartons, voilà, parce que c'est vrai que certains avaient mixé ça avec des manchettes, avec des chaussettes, etc. Donc, il y a un peu toutes les tailles, là. Et du coup, tout va partir, jeudi, un petit peu vendredi, et je pense que j'irai au Vulcain en ayant tout envoyé, ça me semble tout à fait réalisable. Puisqu'attention, on est deux là-dessus, il y a moi et la Poste, donc la Poste, lui, 17h terminus. Mais je vais tout préparer, ça va le faire. Et donc, maintenant, quand vous désirez obtenir un t-shirt du Carmi, j'ai fait attention, j'en ai commandé beaucoup, et j'ai du stock. Alors, si j'ai bien compté, il m'en reste une 60aine. Voilà, normalement c'est bon. Et donc, quand vous vous rendez sur mon site, voilà, j'ai viré le truc précommande, dès que vous commandez, paf, j'envoie, quoi. Donc voilà, très content, très content. Il y en a déjà beaucoup parmi vous qui l'ont porté sur des courses cet hiver, puisqu'on a eu un hiver plus 3 degrés par rapport aux moyennes de saison. Voilà, ne nous affolons pas, rien de grave bien sûr. Plus 3 degrés, pensez-vous, à la COP21, ils nous ont tous dit que c'était pas un problème et que du coup on allait continuer tout ce qu'on faisait. Donc les t-shirts sont là, vous pouvez les commander, ils sont en stock dans mon armoire. Il n'y a plus à patienter. Et pour celles et ceux qui l'ont commandé, ça arrive. Alors, si, tiens, un autre truc, bien sûr, le jeu de cartes de ma compagne qui progresse lui aussi. Alors, je me rends sur la petite cagnotte. Et nous avons atteint les 56%. Et ouais, et il reste une vingtaine de jours. Voilà, donc si vous voulez un jeu de trail, un jeu de cartes dédié au trail, si vous voulez être les premiers à posséder ça, puisqu'ensuite tout le monde se l'arrachera et on fera 1 million de vues sur TikTok, eh bien les précommandes se font sur Ulule, puisqu'il faut fabriquer le jeu. Et c'est en fait... ce n'est pas donné. Et puis la bête pèse lourd, parce qu'un jeu de cartes, c'est
C'est finalement costaud hein, quand on l'a entre les mains. Bref, la cagnotte est toujours là. Ah oui, 24 jours, voilà, c'est ça. Et je l'ai mis dans le petit lien en commentaire. Alors, avant de démarrer ce podcast, 3e partie d'introduction. Voilà, vous avez des introductions en 3 temps hein, maintenant. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que vous avez pu entendre parfois quelques colibets envers nos amis préparateurs mentaux, je ne sais pas si ça se conjugue, puisque je n'écoutais pas beaucoup en cours de français. Non, c'est faux, j'écoutais pas du tout. Voire même, je ne venais pas, parce que c'était le mercredi après-midi, et le problème, c'est qu'il y avait entraînement club. Donc, suivant comment je pouvais plomber mon bulletin ou pas, j'y allais ou pas. Voilà, j'arbitrais un peu, déjà. Bref, je me moquais affectueusement de cette profession. Mais sachez que, malgré mes petites moqueries, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, hein, attention. Et d'ailleurs, ça s'était assez bien passé. Je citerai le coach mental qui m'a fait ça, là. Hugo Del Rabal. C'était en 2021. Et sur mon site web, sur l'onglet Patreon... Sur l'onglet Patreon, vous pouvez retrouver les articles. Voilà, les articles de Nicolas Martin, ça on en a parlé, c'est pour la performance. Vous pouvez retrouver les articles de Sébastien Diffenbrom et les articles d'Hugo Del Rabal. On en a fait, alors attendez, je regarde, je crois qu'on en a fait 5 ou 6. Et c'est de la préparation mentale. Alors c'était axé plutôt sur moi-même, avec mes exemples. Mais je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi piocher. Donc j'avais fait une dizaine de séances avec Hugo. Ça s'était assez bien passé. Grosso modo, on avait travaillé. Chez moi, le point noir, c'était que sur un ultra, tu sais, on dit toujours, il y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, chez moi, les ultra-trails se déroulaient d'une seule façon. C'est-à-dire que tout allait bien. Et de plus en plus, ça n'allait pas. Donc vous pouviez tracer une droite avec une pente négative. Y égale à 2x plus B, le A était malheureusement négatif. Ah oui, c'est ça. Préparation mentale, petit 1, fixation d'objectifs, petit 2, routine de performance, petit 3, biais cognitif et jugement, petit 4, le flow, petit 5, imagerie mentale, et petit 6, c'était une archive, intervention au Krebs, voilà, de la part d'Hugo, jour 1, jour 2, paf, paf, paf. Tout vous a été partagé. Voilà, j'ai rangé ça proprement sur mon site web, petit onglet Patreon, et bien sûr, vous y avez accès avec vos codes Patreon, sinon vous l'avez dans l'os. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ? Ah oui, j'ai lu le livre Auto-hypnose de Kevin Finel, qui était très intéressant, puisque en fait le livre vous donne des exercices pratiques. Alors je sais, c'est un peu chiant, il faut non seulement acheter un livre à une somme absolument folle et déraisonnable qui doit être de 29 euros, 19 euros. Combien c'est ? Le livre, bordel. Kevin Finel. Auto-hypnose. Ah, il a une chaîne YouTube aussi. Bon, il est où son livre là ? Je veux l'acheter moi. Ah, 18 euros. Voilà. 18 euros, voilà. Une arnaque quoi. Énorme, c'est énorme. Une livraison à 3 euros. Quoi ? Mais il se gave. Putain, capitaliste. Infernal, ça devrait être gratuit. L'instruction, école est gratuite. Auto-hypnose de Kevin Finel, alors c'était vachement bien. Il y a beaucoup de parties où en fait le gars t'explique un procédé et ensuite il te donne une sorte d'exercice pratique. Alors, j'avais réussi à le faire sur moi-même. Ça n'a pas toujours marché, mais les rares fois où ça a marché, ça m'a vraiment bluffé. C'était très très intéressant. Et ce que j'avais vu dans ce livre, et c'est pourquoi je vais vous détailler après ma vision de Sylvester Stallone, parce qu'il faut quand même l'introduire dans la préparation mentale tout à l'heure, Sylvester. Ce que j'avais vu dans ce livre, c'est que finalement il y a beaucoup de choses qu'on faisait déjà, tout seul en tant que sportif,
quand on était confronté à la compétition quand on est adolescent. Donc pour moi, c'était les catégories cadets en VTT. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? La catégorie cadet en VTT, sur une Coupe de France, il faut imaginer 150 personnes qui ont entre 15 et 16 ans, avec des VTT, qui pensent toutes qu'elles sont la meilleure du monde, et 200 mètres plus loin, il y a un single qui n'autorise qu'un seul vélo à passer à la fois, et ces 150 personnes veulent absolument être en tête dans ce single. En découle forcément un stress lié au départ, relativement conséquent, puisque lorsque le coup de fusil retentit, si vous ne clipsez pas votre pédale tout de suite, les autres vous doublent, vous rentrent dedans, bref, c'est la boucherie. Voilà. Et du coup, tu développes tout un tas de stratégies pour être le meilleur et pour faire ce qu'on fait tout le temps quand on fait une compétition, c'est-à-dire qu'on veut niquer les autres. Sinon, on ferait pas de compétition, on resterait chez soi. Donc ce livre était vachement bien, tiens d'ailleurs je vous le conseille, achetez-le. Vu que je n'y gagne rien, achetez-en qu'un, n'en achetez pas 50. Et qu'est-ce que j'avais fait encore ? Ah oui, non, je disais, ouais. Après, j'ai par contre un petit regret, peut-être, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui avait le charisme et la violence d'un Stéphane Brognard. Qui doit être un genre de coach mental encore un peu particulier. Puisque Hugo Del Rabal, qui m'a permis de lever quelques trucs, de faire des actions, bien sûr, mais il était un peu tu vois, il avait un peu mon âge, lui était plutôt typé rugby, et moi trail, donc des fois il osait pas se prononcer vraiment sur... C'est toujours rigolo, les gens qui te parlent d'ultra mais qu'on n'ont jamais fait, tu vois. Ah ouais, c'est long, du coup faudrait faire ça, faudrait faire... Mais t'as fait combien de 100 miles ? Ah moi 0. Ah, et du coup tu veux m'apprendre comment faire, mais sans en avoir fait en fait. C'est intéressant. Donc c'est vrai que des fois, quand la personne qui est en face de toi n'a pas vraiment vécu ce que t'es en train de faire, ok, on peut faire des concepts, ok, on peut faire de la théorie, mais selon moi, il y a une petite limite, tu vois. Donc par exemple, si vous êtes patriote et que vous vous dites « Ah putain oui, c'est vrai qu'il avait fait des articles sur la prépa mentale » et que vous vous jetez dessus et que vous les lisez, vous allez apprendre des trucs, vous allez obtenir des choses, mais vous allez voir que vous allez rester à la fin un petit peu sur votre fin. Il va vous manquer un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, je pense, est sans doute apporté par quelqu'un qui pratique votre discipline. Par exemple, pourquoi mon entraîneur c'est Patrick Bringer ? Parce qu'en 2015, il est 3ème des mondiaux et il est 1er du championnat de France. Voilà. Je me suis dit, tiens, ce mec doit savoir entraîner. En plus, ça fait plus de 15 ans qu'il le fait. On l'a toujours pas mis en prison. C'est qu'il a pas dû faire trop de grosses conneries. Voilà, c'était un constat simple que j'ai effectué. Alors, venons-en maintenant à Stallone. Donc pour moi, la préparation mentale m'a toujours un peu fait rigoler, c'est vrai, parce que on imagine c'est comme quand tu joues à des jeux, les jeux de rôle, là, les jeux en ligne, les MMORPG, voilà, les MMORPG massive, je sais pas quoi. Donc, t'arrives sur le MMORPG, tu t'appelles Ragnarok 25, et il faut choisir entre le guerrier épique, le soldat, et puis le mage. Alors en fait, personne prend le mage, parce que c'est chiant, le mec il doit rester assis pour se recharger, pour recharger ses manas, et puis ensuite il va lancer un sort à distance. Non, toi ce que tu veux, c'est le type qui fait 2 mètres, 110 kilos, et qui porte une hache de 35 kilos, voilà, ça c'est le personnage que tu choisis. Et la préparation mentale, ça m'a toujours fait penser un peu à ça, tu sais, le côté un peu... le sport très viril, et puis il faut quand même qu'il y ait un côté un petit peu tafiole à côté pour que ça équilibre. Et c'était plutôt à ça que ça me faisait penser. Et c'est vrai que vu ma qualité d'écoute dans les cours de
de français, d'histoire, là où il y a de la réflexion, tu vois. Philosophie, oh putain, philosophie. Vu ma qualité d'écoute dans ces cours-là, c'est vrai que j'étais peu disposé à me mettre dans une pièce et à me visualiser en train de courir, tu vois. Ça allait coincer. Et pourquoi Ben, l'enfance, sans doute, tu vois, la programmation dans l'enfance. Une enfance façonnée par le sport, pas à outrance, de manière normale, la violence et la domination. Puisque mes parents m'ont toujours plus ou moins balancé dehors. Par exemple, j'ai eu une grosse phase jeux vidéo entre 10 et 12 ans. Et le but du jeu était de jouer pendant qu'ils n'étaient pas à la maison. Parce que sinon, l'excuse c'était « ouais, il fait beau, tu vas dehors ». Et problème, dehors, on peut pas jouer à GTA San Andreas, tu vois, donc c'était emmerdant. On est toujours dehors, ouais, de la randonnée, des cabanes dans la forêt, des conneries. Et puis, une certaine volonté de domination qui est assez innée finalement, puisque j'ai beaucoup de photos où je joue au parc avec des enfants. Et en fait, moi j'ai 4 ans, et je joue avec un groupe d'enfants qui en a 8, et je leur donne des ordres. Je leur disais ce qu'il fallait faire. Et c'est ma mère qui m'a raconté ça en rigolant plus tard. Et elle me montrait les photos, effectivement. Donc tu me vois sur une cabane. Et en fait, j'expliquais aux autres quel bout de bois aller chercher pour construire la cabane. Et puis eux, ils le faisaient. Voilà. Et ensuite vient la violence, voilà, qui explique ce que je détaillais dans le podcast avec Richard Delhomme, qui est un préparateur mental et qui voulait m'amener sur le terrain de la préparation mentale. Et à chaque fois, moi, je lui expliquais que j'étais plutôt en mode forceur, tu vois, en mode putain, faut y aller et tout, etc. Parce que dès mes 4 ans, donc on est toujours sur les 4 ans là, on va en Angleterre. Je sais plus pourquoi. Des amis à mes parents qui se mariaient, je crois. Bref, on va en Angleterre. Et la famille qui nous héberge, des cousins, des tantes, je sais plus. Il y avait un mec qui était un peu geek. Et les geeks étaient très rares, bien sûr, à l'époque, parce que là, on est en 1996. Et à un moment donné, le geek doit me garder. Donc il est emmerdé, tu vois, un enfant, il sait pas quoi en faire. Et lui, il aimait bien jouer à Doom. Donc, il s'est dit, le gosse de 4 ans, je vais lui mettre une chaise à côté de moi. Moi, je joue à Doom, et lui, je lui dis de pas bouger. Et donc, Hugo Ferrari, obéissant, hop, assis sur la chaise, ça bouge pas. Et je m'ennuie au bout de 10 secondes. Et du coup, je regarde l'écran, et qu'est-ce qui se passe sur l'écran ? En fait, il y a un monsieur avec un pistolet qui se balade et qui dégomme des extraterrestres. Voilà, ça c'est Doom, quoi, en gros. Et comme n'importe quel enfant, en fait, j'ai été attiré par la lumière de l'écran de l'ordinateur et j'ai trouvé ça fascinant. Sauf que ce qui était projeté, c'était pas les Teletubbies, c'était le soldat de Doom en train de dézinguer je sais pas quel extraterrestre. Donc évidemment, j'explique à mes parents que c'est génial et qu'il faut absolument qu'on fasse ça à la maison, sauf qu'on n'avait pas d'ordinateur. Donc voilà, on rentre d'Angleterre, bon, c'est foutu. Et fort heureusement, mon meilleur ami de l'époque, qui a dû partir vivre à l'étranger depuis quelques années, je sais plus ce qu'il fout, eh bien, j'allais souvent chez lui, parce qu'on était voisins, en fait. Tu sais, quand t'es petit, en fait, t'es meilleur ami avec ton voisin, ça va pas chercher loin. Et du coup, chez lui, qu'est-ce qui se passe ? Lui avait un grand frère. Alors là, c'est le drame. C'est le drame, puisque le grand frère a le droit à beaucoup de choses, que, évidemment, le plus petit frère n'a pas le droit, puisqu'il y a une différence d'âge. La différence d'âge étant de 3 ou 4 ans, si tu veux, qu'est-ce qui se passe quand j'allais chez lui pour soi-disant lire des BD ? On jouait à Duke Nukem, en fait. Alors, Duke Nukem, c'est le Doom américain. C'est le même mec avec le même flingue qui dégomme les mêmes sortes d'extraterrestres, mais il est un petit peu plus bodybuildé et il est blond. Du coup, c'est plus sympa. Voilà. Alors après, bien sûr, ça a dérivé sur du Age of Empires. Ça, c'est pas mon voisin qui m'a montré ça. C'était d'autres mecs. Une famille catholique, tu vois.
Alors aujourd'hui, ça n'existe peut-être même plus, ces familles catholiques, mais à l'époque, on devait aller au catéchisme souvent à l'école primaire. Alors pas moi, parce que je sais plus, j'étais pas allé. Et donc, une famille un peu plus loin, voilà. Tu sais, tes parents, ils te disent, parce que on les stigmatise, tu vois. Ouais, eux, ils sont cathos, tu vois. Parce que nous, on était dans le sucre et la luxure, tu vois. Donc toi, t'es petit enfant, donc tu vas chez eux, tu sais pas trop ce qui t'attend. Et puis en fait, ils jouaient tous à Age of Empires. Donc tu construis ta ville, tes soldats, tes bateaux, puis en fait, au bout d'un moment, tu juges que t'es suffisamment développé, et d'un coup, paf, tu vas éclater la gueule de ton voisin. Puis bon, des fois, pas de bol, lui, en fait, il avait des murailles et des catapultes, il zigouille tes troupes, et voilà, t'as joué pendant 3 heures pour rien, quoi. Donc il y a ça, rapidement avant les 10 ans, il y a le donjon de Nullbuck. Donc ça, c'est des fichiers audio à écouter, voilà, l'amour du podcast, bah voilà, avant les 10 ans, tu me faisais écouter des donjons de Nullbuck, alors en plus j'étais mort de rire en écoutant ces trucs-là, donc souvent on les repassait. Et mon pote les connaissait même par cœur, il était très flippant, il connaissait aussi Star Wars par cœur. Alors Star Wars, c'est intéressant. À 7 ans, en 1999, le film Star Wars, la menace fantôme sort au cinéma. Donc ça devait être le mois d'octobre. J'ai 7 ans. Et en fait, mon meilleur ami de l'époque, toujours le même, et sa famille étaient tous fans de Star Wars. Si tu veux, ils étaient 3 garçons, donc forcément Star Wars, c'était exceptionnel quoi à l'époque. Avant que Disney mette son gros nez dedans, c'était superbe. Et il se trouve que moi aussi j'avais vu les autres épisodes, parce que le premier Star Wars, qui doit être la guerre des étoiles, il est sorti, c'était quoi, 1976 ? Star Wars, la guerre des étoiles. 1977, ah mais j'étais pas loin, tu vois. 1977, Star Wars sort, et pareil, alors une fois, en étant gardé par... alors attends, la sœur de ma grand-mère... Ma tante... Non, ma grande-tante. Voilà, grande-tante, c'est le terme technique. Son mari de l'époque regardait Star Wars, en fait. Alors pareil, elle est partie faire je sais pas quoi, et boum, le mari doit me garder, tu vois. Merde, un gosse, qu'est-ce que j'en fais ? Et bah, lui, il voulait regarder Star Wars, la guerre des étoiles, hop, il l'a mis. Donc c'était des cassettes, les trucs horribles là, en VHS. Et Hugo Ferrari, assis sur le canapé, il s'est farci la guerre des étoiles. Et puis alors, je sais plus, après on avait dû enchaîner sur le 2 et 3. Enfin, je les avais tous vus. J'étais fan, mais sans plus. Mon pote, lui, connaissait les dialogues par cœur. À 7 ans, c'est extrêmement flippant, mais bon, passons. Et son père, évidemment, n'avait pas pu nous refuser, du coup, d'aller voir... Putain, on avait 7 ans. D'aller voir La menace fantôme dès sa sortie au cinéma. Et c'était l'époque, ça n'existe plus maintenant, où quand un bon film sortait au cinéma, il fallait que vous veniez plusieurs heures avant pour faire la queue. Parce que on pouvait pas acheter sa place sur Internet, étant donné qu'Internet n'existait pas en 1999. Ça, c'est logique. Du coup, tu étais obligé de te rendre au cinéma. Donc nous, c'était la Nef Champ-Nord. Et si la séance était à 19h, eh ben, il fallait venir à 16h. Ouais, 16h, t'étais bien. Là, t'allais avoir ta place, peut-être. Parce que nous, on habite une ville de pouilleux, hein, tu vois, Chambéry, quoi. Mais à Paris, les mecs avaient mis la tente 2 jours avant. Et les fans de Star Wars, tu vois, c'était autre chose, quoi. Et donc, on fait la queue. Alors évidemment, les mecs sont pas cons, hein. À côté, il y a un Quick, à côté, il y a un McDo. Donc on se goinfre en faisant la queue et on accède à nos places. On les achète et après, c'est parti dans la salle. Donc tu faisais la queue dehors sur le parking pour payer la billetterie à l'entrée du cinéma. Et ensuite, tu avais tout un troupeau qui attendait l'ouverture des portes. Et là-dedans, évidemment, quand t'arrives dans la salle, un père avec 3, plus moi, 4 enfants, si tu veux, il n'y a pas 5 places assises. Ça n'existe pas, puisque toutes les places ont été vendues.
Donc, on a été éparpillés dans la salle. Je vous dis pas le degré d'inconscience du papa, puisque en fait, il avait déjà ses 3 propres enfants, plus moi, un peu partout dans la salle, quoi. Il n'y en avait pas 2 à côté. Je sais plus où j'étais. Bon, évidemment, on avait des places de merde parce que il fallait se battre pour rentrer en premier. Les mecs jouaient des coudes et tout. Alors personne se mettait des tartes, évidemment, mais tu sais ça jouait un peu des épaules, des coudes. Tac, t'as un mec qui te passait devant, enfin tu vois. Et on se retrouve n'importe où dans la salle pour regarder Star Wars. Voilà, 7 ans. Qu'est-ce qu'on a eu après dans le registre de la virilité et de la masculinité? On a eu Gladiator. Alors ça, je sais plus du tout en quelle année c'est sorti. Mais un jour, j'étais chez un copain comme ça, puis on regardait souvent des films. Et là, il me dit, tiens, on va regarder Gladiator, moi j'aime bien. Bon, je m'en foutais complètement. Pour moi, l'excuse de regarder un film, en fait, c'était que souvent la maman nous apportait le goûter en fait en même temps. Et très souvent, il y avait des céréales au chocolat avec du lait, tu vois. C'était souvent ça, les goûters. Donc j'étais évidemment ravi. Et le mec met Gladiator comme ça au cinéma. Donc si vous avez pas vu Gladiator, c'est un film quand même plutôt violent. Et en général, on évite qu'un enfant de 9 ans le regarde. Puisqu'à un moment donné, vous avez un gladiateur surdimensionné qui a un costume avec une tête de taureau énorme. Et en fait, Maximus, pour arriver à le battre, finalement lui plante l'épée au travers de la gorge. Donc après, le sang jaillit à travers la tête de taureau. Ça, évidemment, c'est la partie du film qui m'a marqué, mais il y a aussi le début où quand les Romains, en fait, veulent attaquer les Allemands, donc à l'époque, c'était quoi? C'était les barbares. Ils envoient un messager, les barbares le prennent mal, ils décapitent le messager, on renvoie le messager sur son cheval sans sa tête vers les Romains. Maximus, très logiquement, en conclut qu'ils ont dit non aux revendications des Romains. Et ensuite, on se fout sur la gueule, on se plante l'épée dans le corps, le sang jaillit, enfin voilà, c'est le film de guerre classique. C'est pour ça que c'est un petit peu violent, quoi, Gladiator. C'est vrai que j'étais en CM2, tiens, je crois. Là-dessus arrive le collège. Alors le collège, il y a eu le choc des cultures, puisque de la petite école rurale, il a fallu aller au collège de quartier, et le collège de quartier dans la fameuse ZUP, zone d'urbanisation prioritaire, donc c'est un collège de ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Et là tout de suite tu te heurtes à des gens qui n'ont pas regardé Gladiator, mais qui utilisent un peu les mêmes stratagèmes. Bon, il n'y avait pas de décapitation dans mon collège, mais voilà, c'était tonique. C'est vrai que pendant 1 an ou 2, j'étais plus occupé à survivre qu'à regarder des films. Et du coup, après, 4e, 3e, on a pu amorcer un petit rythme de croisière, une fois que je m'étais fait à cette hostilité quotidienne, qui était par exemple, juste une anecdote comme ça sur le collège, typiquement, tu allais voir le surveillant, pardon, en disant monsieur, est-ce que c'est possible que je reste à l'intérieur pendant la cour de récréation, puisqu'il y a Bidule et ses 15 potes là qui en fait m'ont dit ouais, on te retrouve à la récré, on te nique. Et là le pion en fait il te regardait en rigolant parce que c'était un connard et il disait non, tout le monde doit sortir à la récréation, et il te poussait dehors, puis après il fermait la porte, puis évidemment le pion ne sortait pas, lui il est pas con, il tient à sa vie, et du coup voilà, c'était une espèce de cours de MMA. Ouais, c'était des combats de MMA à ciel ouvert, c'était fascinant. Dommage, il n'y avait pas de drone à l'époque, on aurait pu filmer des choses exceptionnelles. Et passer un peu ces 2 années de mise à niveau, on va dire, au collège, après j'ai eu un petit rythme de croisière en 4e, 3e, et j'ai pu vaquer à mes occupations, puisque je maîtrisais un peu l'art du conflit quotidien. Voilà, à base de je vais calmer le plus gros et je serai tranquille pendant 2 semaines. Ça marchait assez bien, et donc je pouvais
écouter de la musique. Je me suis mis à écouter de la musique et tout de suite, on est tombé sur du hard rock, du heavy metal, des choses comme ça, où les mecs ont les cheveux longs. Alors si on parle de Kiss, en plus ils ont des espèces d'armures. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait 2 filles qui étaient avec moi à l'école primaire et qui sont allées au collège, et qui ont elles aussi survécu dans ce milieu hostile, et qui m'ont dit, putain, il y a notre grand frère, il va avoir System of a Down, il y a plusieurs places et tout pour remplir la voiture, est-ce que tu veux venir avec nous ? Donc là on avait 14 ans. Ok, donc il y avait, pour vous résumer la situation, des personnes, donc 3 personnes qui avaient 14 ans, accompagnées d'une qui avait 18 ans, et on est en route pour la halle Tony Garnier à Lyon pour assister au concert de System of a Down. Alors on n'avait pas poussé le vice jusqu'à prendre des places dans la fosse. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez les gradins sur les côtés, et au milieu vous avez rien, des gens debout qui regardent la scène. Mais les gens debout qui regardent la scène, ça s'appelle la fosse, et en fait ils se foutent sur la gueule pendant le concert. Pas méchamment, bien sûr. On a le pogo, on a le... Quand ils séparent la foule en deux et qu'après les deux se rencontrent, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Et du coup, le petit Hugo Ferrari, du haut de ses 14 ans, il se retrouve plongé comme ça dans un concert de System of a Down à la halle Tony Garnier. Alors, on devait être en 2005, 2006. Ouais, je sais plus. Ils avaient sorti un nouvel album, là. Je sais plus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce concert ? En fait, t'as des types qui vendent de la bière, qui se promènent un peu partout. Du coup, évidemment, tu te dis, tiens, j'ai soif, je vais acheter ça, parce qu'ils avaient pas l'orangina, quoi. T'avais le choix entre bière ou bière. C'était assez spartiate. Au niveau du choix du menu, ça laissait à désirer, quoi. Bon, du coup, on a pris bière. Et à 14 ans, tu vois, ça secoue un peu. Et puis surtout, alors je regardais la fosse, qui était sous moi, puisque j'étais dans le gradin. Et je voyais tout un tas de types comme ça, pour la plupart chevelus, qui se sautaient dessus. Donc là, vraiment, c'était le zoo. C'était le zoo. Et j'étais très, très intrigué, quoi. Très, très intrigué. Alors, quelques années plus tard, 1 ou 2, j'y suis allé dans cette fameuse fosse, et effectivement, c'est sportif. Très très sportif. C'est à la fois cardio, à la fois muscu, il y a un peu de tout. Pendant toutes ces années collège, on a eu aussi, au niveau des jeux vidéo, je vais pas vous cacher qu'on n'était pas trop sur du Hadibou, on était plutôt sur du GTA San Andreas. Voilà, donc là, c'est un petit peu péchu. On était aussi sur... qu'est-ce que j'aimais bien ? Alors, j'avais beaucoup de potes qui ont sombré dans le geekisme de Counter-Strike, là. Moi, je jouais pas trop en ligne parce que j'avais une connexion internet de merde. Donc, c'était GTA San Andreas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah putain, il y avait Far Cry après. Ah ouais, ça c'était... Ça c'était le niveau... Ouais, c'était le niveau au-dessus quand même. Far Cry, là, on touchait une certaine limite. Ah, c'était plus au lycée, c'est vrai. Et puis en parallèle de ça, tout le collège-lycée a été rythmé aussi par de la peinture. Alors votre duc a peint, évidemment pas des tableaux, encore moins des aquarelles. Non, j'ai peint des figurines, ça s'appelle des warmers. D'ailleurs ça existe toujours, le prix est toujours démentiel. Tout en jouant en parallèle à O-Game, Travian, etc. Et je n'ai pas peint les Warhammer 40 000 parce que ça faisait un peu trop pédé là avec les fusils et tout. Non, moi j'ai peint vraiment les Warhammer, donc j'ai peint les guerriers du chaos, les orques, tous les trucs les plus horribles possibles. Plus le truc était gros, plus, tu vois, dans les guerriers du chaos, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait acheter des minotaures. Voilà, alors la figurine du minotaure, déjà elle était 3 fois plus haute que le guerrier standard. Et sa hache faisait la taille d'un guerrier. Donc c'était absolument fascinant. D'ailleurs, je les ai toujours. Voilà. Et tout ça, bien sûr, en écoutant le donjon de Navelbuck, en écoutant Les Rescapés du Survivor,
La taverne de Cadelfec, qu'est-ce que j'écoutais d'autre encore? Donc ouais, c'était rythmé constamment. Ouais, ça chantait le tambourin médiéval et puis le coup de hache écologique pour réduire la population. Et vous allez me dire, putain, mais à quel moment intervient Sylvester Stallone? Donc ça, c'était pour vous planter la base. Voilà, on a mis la graine et qui finalement a poussé comme ça dans mon inconscient. Et d'un coup, la rencontre. Stallone apparaît. Alors pas en vrai, à mon grand regret, mais à 15 ans, je décide d'arrêter le karaté pour deux raisons, pour plusieurs raisons, pour trois raisons. Raison numéro 1, j'en avais vraiment marre de m'entraîner dans un gymnase, puisque j'ai commencé le karaté à 4 ans, donc ça faisait... Ah, attendez, il n'y a plus de batterie. Allez, je mets la batterie. Voilà. Ça marche ou pas, là? Allez, c'est bon. Donc, ayant commencé le karaté à 4 ans, à 15 ans, si tu fais le calcul en maths, ça fait 11 ans. Et du coup, au bout de 11 ans d'entraînement dans un gymnase, t'en as un peu marre. En parallèle de ça, j'avais démarré le VTT, et c'est vrai qu'à 15 ans, on commençait à faire les Coupes de France, donc c'était très sympa. Il y avait ce petit côté aventure, parce qu'en fait, on allait plus loin que Lyon. Voilà, donc c'était l'aventure pour moi. Voilà, Mathieu Blanchard, il a fait Koh-Lanta, moi j'ai fait le nord de Lyon, tu vois, c'était pareil, le même, l'exotisme, pour un Savoyard. Et il a bien fallu arrêter le karaté un jour. Comment ça s'est fini? On était sur une compétition, et ça, si tu veux, c'est vraiment le truc qui m'a fait arrêter la compétition, c'est que quand deux personnes se battent au karaté, il y a un arbitre. Et il s'avère que très souvent, j'étais en désaccord avec l'arbitre, et j'étais quelqu'un de très peu patient, tolérant, et je ne comprenais pas qu'on puisse avoir un point de vue différent du mien. Donc je faisais remarquer à l'arbitre, de manière peut-être singulière, qu'éventuellement, il était en train de commettre une erreur et que c'est moi qui avais raison. Et ça donnait lieu, parfois, sur certaines compétitions, il n'y avait pas de carton rouge, mais en gros, on m'interdisait de continuer. Ça se traduisait par où est son père, est-ce qu'il peut venir le chercher, parce que là c'est fini pour lui. Voilà. Donc là, mon père avait honte, évidemment, il descendait du gradin, il venait chercher petit Ferrari. Et puis après, je prenais un savon. On était sur des punitions privatives à base de... Ah, et par exemple, en 5ème, je jouais à la GameCube, Nintendo GameCube, je jouais à, je sais plus, un jeu Harry Potter, là. C'était un peu de la merde, mais bon, j'avais envie de le finir quand même par principe. Donc je jouais, puis je sais plus ce que j'avais fait comme connerie. Je crois que j'avais jeté une chaise sur un prof, un truc comme ça. Mais ce qui était tout à fait banal, hein, dans notre collège de ZEP. Jeter une chaise sur un prof, c'était un acte quotidien. J'avais d'ailleurs récolté que 2 heures de colle. Hein. Et d'ailleurs, la prof était revenue sur la sanction. J'avais rien eu finalement. Mais il y avait quand même le petit mot sur le carnet. Donc le matin, il y avait eu les 2 heures de colle. L'après-midi, après négociation, elles avaient été enlevées. Mais voilà, le soir même, t'es obligé de montrer au papa, là, voilà, hop, tac. Voilà, bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon fils? J'ai jeté une chaise sur un prof, voilà. Suite à un désaccord. Et là, tac, punition, 1 mois et demi sans GameCube. Voilà. Quand t'es habitué à y jouer tous les jours, c'est un peu long. Tout ça pour dire, ouais, le karaté, il y avait des accords avec l'arbitre. Et du coup, j'en avais marre de ces compétitions où on pouvait pas frapper l'adversaire parce que soit le coup était pas au bon endroit, soit il était trop fort. Enfin, c'était chiant, quoi. C'était pénible. Et ça, les compétitions... Nous, on était un club particulièrement brutal. Et du coup, c'est vrai qu'on malmenait un peu les autres en compétition, puisque ça nous enquiquinait un peu de retenir nos gestes. Et ce qui nous amusait, en fait, c'était de mettre un coup de pied circulaire suffisamment fort pour qu'au moment où il touche la tête, si l'adversaire n'avait pas la présence d'esprit de bloquer le coup, eh bien, ça l'assomme. Et effectivement, plusieurs fois, on a assommé des gens. Alors, pas moi. Mais mon ami... Guilou, qui était encore présent pour mes 30 ans,
lui était quand même très très fort. Et lui, il était en fait dans la catégorie de poids open bar. C'est-à-dire, t'as des catégories de poids, là, tous les 5 kilos. Donc moi, j'étais entre la 50-55. Pas mal de potes étaient entre la 55-60. Quelques-uns entre 60-65. Et puis, je crois que pour nos âges, t'avais plus de 65, il me semble. Et puis après, c'était foutu, quoi. C'était la foire du trône. Tu faisais 130 kilos, c'est pas grave. Tu pouvais combattre avec quelqu'un de 70, il y avait pas de problème. Et du coup, mon pote se trouvait souvent dans cette catégorie plus. Voilà, c'était 65 plus, et puis vas-y, Inch'Allah, quoi. Allez, un taureau, allez, le taureau, c'est parti. Et du coup, c'était des combats plutôt brutaux, parce que des fois, les mecs faisaient 10, 15, 20 kilos de plus que lui, donc il était obligé de taper très très fort, quoi. Et il était habitué à taper très fort, donc quand il se retrouvait face à quelqu'un qui avait plus ou moins son poids et qui tapait fort, si c'était dans la tête, derrière, il y avait KO technique, quoi. Et en karaté, c'est pas autorisé. Mais nous, ça nous faisait rire. Donc tout le club du Bourget du Lac, citons-le, on était dans les gradins, et puis nous, on était nourris à ça. On était nourris à Star Wars, on était nourris à Gladiator, et si tu veux, nous, on était dans les gradins, et on hurlait « Ouais, tue-le !» Et effectivement, il y avait une sorte de malaise dans la salle, quand à côté, il y avait les parents de l'adversaire qui entendaient une quinzaine de gosses hurler « Tue-le !» Voilà, ça les choquait un petit peu, ils se demandaient où ils avaient atterri, ils pensaient que le karaté était un sport avec des valeurs, et d'un coup, t'as 15 Mongoliens mal habillés, parce que les kimonos, on n'arrivait pas à les serrer correctement, qui montaient sur les bancs et qui hurlaient debout comme des gogoles « Tue-le ! KO !» Voilà, on aurait dit des animaux, quoi. Et donc, un jour, la compétition, on dit bon allez c'est bon, on arrête. Donc la mère nous ramène, on arrête le karaté. Et pour nous consoler suite à cette décision, la maman nous dit je vous emmène au ciné. Alors moi je la connaissais, je savais que ça allait finir avec quelques glaces et tout, donc j'étais évidemment ravi. Je me foutais éperdument du film qu'on allait voir. L'intérêt était de manger une glace dans une salle chauffée, quoi. Et d'ailleurs, t'avais pas le droit de ramener tes glaces, donc en fait, on prenait un sac à dos, on les mettait dedans, et tu mettais un pull par-dessus, puis le vigile était tellement con qu'il voyait que le pull. C'est vraiment des blaireaux. Donc après, on pouvait se goinfrer de glace au cinéma. Et donc, je sais plus qui avait choisi, donc on était quelques enfants, en plus la maman. Et c'est parti, c'était l'année où Rocky Balboa sort. Donc attends, j'avais 15 ans. C'est sorti en quelle année ça ? Rocky Balboa. 2006. 14. Ah non, j'avais 14 ans alors. Il est sorti quand en 2006 ? Ah si, c'est ça. Je devais avoir 14. En 2006 donc. Et le bordel, on était là face à Rocky. Et elle s'était dit, tiens, ils arrêtent le karaté, je vais leur montrer un film de boxe. Parce qu'après, mon pote était parti sur le jujitsu, où t'avais le droit d'assommer ton adversaire, c'est bon. Moi, j'avais complètement arrêté, c'est bon, stop. Et donc, on regarde le film, et là, il y a eu la révélation. Stallone, tu vois. Avec des punchlines dans le film, des trucs exceptionnels. Vous allez sur YouTube, vous tapez Rocky Balboa, toi, moi, n'importe qui, vous tombez sur la vidéo du film où le mec explique à son gosse que la vie c'est dur et qu'en fait ce qui est intéressant, c'est pas d'éviter les coups, mais c'est de se faire cogner et de se relever et de continuer à avancer, etc. Et t'avais toute une... C'est un philosophe, hein, Sylvester Stallone, si tu regardes ses films, c'est exceptionnel. La réflexion qu'il y a derrière. Et moi, ça m'avait touché. Et j'avais adoré. Et qu'est-ce qui s'était passé du coup ? Le coup de cœur était là. Et pour la première fois, autant j'avais adoré, hein, tu vois, les Star Wars, toutes les saloperies là, comme ça, là, le Seigneur des Anneaux, on n'a pas parlé du Seigneur des Anneaux. Mais j'avais adoré, mais il n'y avait pas eu le coup de cœur. C'est là, j'avais Stallone face à moi avec les gants de boxe, je m'étais dit, putain, c'est génial. Donc derrière, j'ai acheté le coffret, ça je l'ai perdu. Je sais pas ce que j'en ai foutu. J'avais un coffret avec tous les DVD, donc Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rocky Balboa c'est le 6, et j'ai tout regardé. Et je suis arrivé à un degré de fanatisme. D'ailleurs, ça coïncidait avec l'époque où j'étais en terminale, après, quand j'avais mes coffrets DVD. Et en terminale, on avait les cours de philo, et il faut savoir que j'avais 16 de moyenne en philo.
Donc je trouvais que on passait notre temps à enculer les mouches, mais j'adorais le prof qu'on avait, donc c'était monsieur de la Perrière, de Lepierre, je sais plus. Mais il était très sympa, puisque tu disais un truc, et il arrivait systématiquement à te dire l'inverse. Et il avait jamais vraiment tort, ce qui te poussait dans tes retranchements pour trouver des justifications et lui dire bah non en fait monsieur. Donc j'adorais ce débat, et surtout ce prof n'avait aucune limite. Et par exemple au début on faisait des débats, je sais plus, au début ils font des thèmes un peu sympas pour que tu penses que cette matière est attirante, et puis à la fin, 3e trimestre, on fait l'État. Et là c'est horrible, là, c'est le suicide. Mais les 2 premiers trimestres on fait des trucs cool. Du coup j'avais 16 de moyenne, j'adorais ça. Et en fait ça collait au moment où je regardais non-stop Rocky, et du coup je détaillais aussi la philosophie de Rocky. Je crois que j'avais fait une dissertation dessus, et j'avais eu 17, putain, je dois encore les avoir. Ça je sais où c'est. Ah, je pourrais les retrouver, ouais. Il faut que je note. Et donc, voilà, Stallone. Alors après, ça a débordé. J'ai regardé Judge Dredd, Évasion, puis d'un coup, tu commences à mettre un pied sur Jason Statham, sur Liam Neeson, voilà, ça c'était plus tard, les transporteurs, comment c'est le truc où il dit bonne chance, l'autre, putain, c'est... Ah, il dégomme les Arméniens, là, avec Marco Polo, là, le village de je sais pas quoi, et il y va, il claque tout le monde, putain, c'est quoi. Bon, je sais plus. Et après, je tombe sur les Rambo, bien sûr, parce que Stallone, tu sais, tu commences à regarder les Rocky, il y avait ton entourage qui te jugeait, hein, quand tu regardes Rocky, tu sais, les gens te jugent, tu te dis, ah, putain, bourrin, lui. Et t'as toujours un mec qui dit ah ouais, et puis alors, et t'aimes bien Rambo aussi. Alors là je me retourne, je fais quoi, qu'est-ce que c'est que ça, Rambo? Et donc alors là il y a pas de coffret qui existe pour Rambo, j'ai dû pirater. À l'époque on avait Emule sur l'ordinateur, tu sais, EMULE, donc là tu pouvais télécharger tout un tas de films et de musique, ce qui était évidemment totalement illégal. Et d'ailleurs, de temps en temps, on avait un pote qui se faisait choper. Bon, il y en a, ils abusaient grave. Hein. Mais je m'étais téléchargé mes 3 petits Rambo. Non, j'avais demandé à quelqu'un de le faire à ma place, puisque je sentais la connerie arriver sur le PC familial. Et donc, il m'avait téléchargé mes 3 petits Rambo, il m'avait fait mon DVD. Et hop, voilà, j'avais mon coffret personnel avec les 3 Rambo. Bon, depuis, il y a eu Rambo 4... qui est globalement un chef-d'œuvre pour ceux qui aiment entendre un M60 résonner dans une salle de cinéma, mais qui peut être incompris par la majorité de la population, je pense. Et Rambo 5, si tu n'es pas fan de Stallone, tu ne peux pas regarder ce film. Il ressemble quand même un petit peu à un navet, mais les fans se consolent en admirant simplement Stallone, qui a plus de 70 ans, mais à l'amende absolument n'importe qui sur son physique. Bien que quelques jaloux puissent avancer quelques arguments fallacieux, voilà, je pense que globalement Stallone vous encule, quoi. Et donc, le fanatisme, et si tu veux, il y a des punchlines exceptionnelles. Quand tu regardes Rambo 3, donc Rambo 3, l'histoire, si tu veux, c'est John Rambo, comme d'hab, refuse la guerre, refuse la violence. Et puis, pas de bol, son pote, le colonel Trotman, se fait emprisonner par les Russes, puisque l'ennemi des USA, c'est les Russes. Se fait emprisonner par les Russes dans une geôle en Afghanistan. Donc, Rambo, obligé de débarquer en Afghanistan, de dégommer absolument tout le monde et de récupérer son pote, le colonel Trotman. Et à la fin, il s'échappe et tu vois Rambo et le colonel face à l'armée russe, puisque l'intégralité de l'armée russe les pourchasse. Donc il faut imaginer des hélicoptères de combat, des tanks, des troupes à pied, une armée, quoi. Et en face de ça, vous avez 2 guignols avec une mitrailleuse et un cheval. Et là, le colonel se... Donc les deux font face, hein, l'armée russe et les 2 gugus. Et là, le colonel se retourne face à John Rambo et lui demande « John, qu'est-ce qu'on fait ?» Et évidemment, n'importe qui se serait rendu pour plus ou moins sauver sa peau.
Et John Rambo répond, et ça c'est la meilleure phrase de coaching mental possible. On fonce! Et en même temps, il arme son M60, parce que normalement c'est impossible de le porter à main nue, mais bon, lui, il y arrive, parce qu'il a des énormes biceps, et il arme son M60 qui est équipé, me demandez pas pourquoi, d'un lance-grenade, il lance une grenade, bam, ça dégomme un tank, il court vers l'armée en mitraillant à droite à gauche, alors évidemment, ça bute une quinzaine de Russes à la seconde, et puis, en fait, il y a une intervention de l'armée américaine en même temps, et puis voilà, les Russes sont zigouillés, et puis c'est terminé, Rambo a gagné, on ramène Trotman, quoi. Et tout le film, il y a plein de trucs comme ça, des phrases géniales, qui nous ramènent un peu à la réalité. Donc à un moment donné, Rambo, il y a un Afghan qui collabore avec les US, qui donne du matériel militaire à Rambo. Et à un moment donné, il lui montre un truc bleu, et Rambo lui dit... donc il tient un bâtonnet bleu réfléchissant dans sa main, et... Non, l'Afghan demande à Rambo, parce que l'Afghan il y connaît rien, il lui demande c'est quoi ça? Et Rambo répond c'est une lumière bleue. Et il dit et ça sert à quoi? Et Rambo répond à faire du bleu. Voilà, point barre, pas plus d'explications. Et le dialogue est terminé, on passe à la scène suivante. Voilà. Mais c'est tout le long comme ça, et le colonel Trotman, il est torturé par les Russes. Les Russes lui disent et où est le code des missiles là, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond dans ton cul. Mais oui, mais il répond ça, c'est infernal, c'est tout le film est comme ça. C'est comme ça tout le long. Et Rambo 1, Rambo 2, c'est pareil. C'est exactement pareil, voilà, donc biberonné à Stallone. Forcément, si tu veux derrière, tu as quelqu'un qui a fait son éducation avec des choses simples, brutes, textuel. Voilà. Et puis après, on pourrait citer aussi toutes les conneries qu'on a fait encore à l'IUT, où là, en fait, on s'est retrouvé dans ce que je vais appeler l'application. Globalement, la vie au lycée était, malgré qu'on soit encore dans une zone ZEP, donc avec des sacrés zozos, là, la vie était quand même relativement facile, puisque au lycée, tu habites chez tes parents, donc la vie est belle. Et à part regarder, Sylvester Stallone éclater des types à la télé, ou toi calmer 2-3 personnes en récréation, on n'appelait plus ça comme ça, on appelait ça la pause au lycée, mais c'est pareil, c'est la récréation. Il se passe plus grand chose. Ah oui, si, il y avait eu les concerts. Oh putain, les concerts dans les caves. Alors là, si des chambériens m'écoutent, vous avez peut-être assisté, parce qu'on allait voir des concerts de punk, assisté à des concerts dans ce qu'on appelle les locaux Larsen. Alors je pense que maintenant c'est totalement interdit, mais en fait c'était une cave, une grande cave, devait faire 50 mètres carrés. Évidemment le son était dégueulasse, puisque c'est pas fait pour ça, et il y avait des concerts de groupes de punk. Et d'ailleurs, un jour, il y a Guérilla Poubelle, c'est quand même un groupe très connu qui est venu. Alors évidemment, ce jour-là, vu que les mecs sont des autistes finis, ils avaient pas compté le nombre de places, ils ont juste vendu des tickets. Donc il y avait évidemment trop de monde, on était trop serrés, et il est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu de mort. Mais par exemple, en fait, tu donnais ton ticket à l'entrée, donc il y avait une porte métallique qui s'ouvrait, et là, le ton était donné, il y avait des petits escaliers qui descendaient, puis en général, il y avait des gens qui avaient trop bu, ou qui s'étaient trop drogués, ou je sais pas quoi, et il m'est arrivé une fois d'entrer en enjambant un corps. Alors évidemment, il fallait surtout pas poser de questions, pourquoi il est là, pourquoi il bouge pas, pourquoi il est tendu au milieu du couloir. On s'en fout, nous ça va, on passe par-dessus, et puis voilà, c'était réglé. Donc il y a eu aussi ces concerts punk un peu... tu savais pas trop sur qui tu tombais, quoi, à chaque fois. Et puis tu sais, entre les groupes, tout le monde sortait pour fumer. Alors étonnamment, les gens ne fumaient pas à l'intérieur, ils avaient quand même la présence d'esprit de ne pas faire ça. Et puis toi, tu sortais aussi, puis là, ça sortait des bouteilles pirates qu'ils avaient planquées dans leurs fringues, je sais pas quoi. On a eu aussi... qu'est-ce qu'on a eu dans ce degré-là? Un truc un peu hard comme ça, là. Qui font que, si tu veux à répondre à la question pourquoi tu cours, ça t'intéresse moins. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre?
Ouais, le sport compétition. Alors, une fois que t'as vécu tout ça, ah oui, putain, des fois, il y avait aussi les soirées, puis tu sais, moi, j'avais eu du mal à couper le cordon avec les amis, donc t'allais participer à la soirée, mais le lendemain, il y avait 90 bornes de vélo à faire avec le club, tu vois, donc il y avait un espèce d'entre-deux à trouver, et c'est vrai que quand à 2h du matin, t'étais encore en train de déboucher un pinard que t'avais volé dans la cave de tes parents avec tes amis, et que le groupe de vélo, il se donnait rendez-vous à 9h pour faire 3 heures, bah, il y avait un certain paradoxe qui s'installait, et c'est vrai que du coup, t'étais obligé d'être très très motivé en fait pour subir l'entraînement le lendemain matin, sans montrer à tout le monde que tu faisais le mongolien jusqu'à 3h du mat sur une table, quoi. Donc tu mettais en place des stratagèmes tout seul pour survivre à tout ça. Et par exemple, le sport en IUT, donc là j'avais atteint une classe sport de haut niveau qui faisait qu'on avait... On faisait le DUT en 3 ans au lieu de 2, on n'avait pas cours l'après-midi, donc évidemment, bah, du coup, on faisait du vélo, et ça rassemblait plusieurs personnes de plusieurs... Donc moi, je faisais de l'électronique, il y avait des autres qui faisaient de la mécanique, plusieurs diplômes, quoi. Et typiquement, les sorties vélo, qu'est-ce que c'était à l'époque ? Bon, quelques-uns avaient des entraîneurs, mais nous, si tu veux, on était là pour en mettre, quoi. Les sorties à vélo à l'époque, c'était on faisait le tour du lac, d'Annecy, en partant du côté de Saint-Joriot, et en revenant, il y avait la bosse de Taloir. Et parfois même, on montait jusqu'au col de Bluffy, parce que c'était plus raide et tout. Et après, on redescendait jusqu'à Annecy Centre, et terminé. Et en fait, on roulait en peloton en discutant un peu au début. L'allure augmentait. Et au fur et à mesure qu'on arrivait vers la bosse, ça commençait à plus trop parler, à plus trop passer les relais. Et dans la bosse, bon bah là, c'était le festival des attaques, etc. Et il est arrivé des fois que parce que une fois que t'avais attaqué et que tu passais la bosse en première, deuxième ou troisième position, en fait on n'attendait pas les autres. On se jetait ensuite corps perdu dans la descente, au milieu du trafic automobile propre à Annecy, donc conséquent, et on arrivait en grillant des feux rouges, en freinant à l'arrache, en doublant les voitures au milieu. Alors jamais personne s'est fait mal, ce qui est très étonnant. Et ensuite, on arrivait dans le centre-ville d'Annecy, et là, on se retournait. Et s'il y avait une ou deux personnes qui nous avaient suivis, on leur serrait la main, on leur disait au revoir, super, c'était sympa, merci, à demain. Et puis, on se barrait chez nous. Mais on était parti à 15. Dans le meilleur des cas, à la fin de la sortie, on était 2 ou 3 à se dire au revoir. Et les autres, on savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et on en avait rien à foutre. Ça nous intéressait pas. Voilà. C'était soit tu passes la bosse en tête et t'arrives à me suivre dans la descente et à la fin on se dit au revoir, soit tu y arrives pas et tant pis. Et évidemment il y avait des animaux puisque on avait, putain il fait plus de vélo mais je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs maintenant. On avait un Rémi Guédan qui était un grimpeur exceptionnel qui du coup pouvait rivaliser avec Jérémy Bescon qui lui, vu qu'il était aux portes du professionnalisme, il s'entraînait un peu plus que nous, donc des fois il était un peu fatigué, donc il était prenable. Il y avait un Éric Wagon qui était un grimpeur hors pair. Là-dessus, tu me balances, moi qui suis un peu une espèce de petit chien fou qui sautait un peu partout, et forcément, les allures étaient complètement idiotes dans ces bosses, et du coup, oui, ça arrivait tout seul, quoi. Donc tout ça pour dire que ouais, niveau film épique, et ensuite j'applique ça à la vie de tous les jours en société, on était pas mal. Tiens d'ailleurs, lundi soir il y avait le film 3 sur TF1 série film, et le film 3 pareil, c'est un film, putain, niveau motivation on est pas mal, tu vois. On pourrait imaginer une semaine de l'UTMB. Alors on n'aurait pas le temps de tout voir, mais tu mets les Rocky, tu mets les Rambo, tu mets Gladiator, le film Centurion est pas mal aussi. Tu mets 3. Voilà, tu mets un petit côté Seigneur des Anneaux pour le côté relaxant, le côté épique. Et puis là t'es pas mal, là t'es chaud, hein. Là au départ t'as envie de mordre. En fait c'est uniquement arrivé en école d'ingénieur où là on n'avait plus le temps de ni de jouer à l'ordinateur, ni de regarder la télé, ni de faire du vélo. D'ailleurs j'ai arrêté le vélo et je me suis mis à courir.
on n'avait plus le temps de faire grand chose, puisque les études devenaient un peu dures. Mais c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me créer toute cette boîte à souvenirs, en gros, qui fait que maintenant, en fait, j'ai pas vraiment besoin que quelqu'un me demande de puiser des ressources mentales, je sais pas où, pour avancer, quoi. Par exemple, dans le podcast que je vous invite à écouter, avec Richard Delhomme, là, comment ça s'écoute d'ailleurs, comment ça s'appelle son truc C'est un truc de gravel, je sais plus ce que c'est le titre qu'il a mis. Tapez peut-être Richard Delhomme, vous le trouverez. Ouais, bref. Et donc il me disait, et comment tu fais en ultra, en fait, parce que des fois t'as peut-être envie d'abandonner et tout. Et je lui dis, c'est facile, je me l'interdis. Voilà, quand je prends le départ d'une course objectif, et je me dis, donc la course objectif c'est quoi ? C'est pas celle que tu fais tous les week-ends, c'est l'UTMB par exemple. Je me dis, c'est interdit d'arrêter. Voilà, quoi qu'il se passe, on va au bout, ou alors on se fait éliminer par une barrière horaire. Et c'est vrai que je cours depuis 2014, et j'ai abandonné... le trail du Ventoux, ouais. J'avais eu un problème au ventre. C'était pas un ulcère, mais c'était un truc un peu pareil. Derrière, j'avais dû faire 2 semaines quasiment sans manger et boire pour une espèce de bactérie chelou là, qui avait dû passer. J'avais abandonné le Grand Raid de la Réunion sur fracture de la rotule. J'ai quand même insisté 25 km dessus, puis après la jambe pouvait plus bouger. Et l'an dernier, c'était Istria. C'est vrai que là, j'avais un peu fait la tafiole, puisque je m'étais dit, si j'arrête Istria, maintenant, je peux faire l'Eiger. Et effectivement, j'ai eu raison, puisque derrière, j'ai fait 4ème de l'Eiger, et ça m'a permis à la fois d'être heureux de faire une belle course, et de me qualifier pour l'UTMB 2024. Donc, il y avait un double enjeu, en fait. Voilà un peu le process. Et du coup, c'est vrai que mon premier UTMB en 2018, ce que je dis souvent, pour que j'arrête, il aurait fallu me tirer dessus. Il neigeait, il faisait pas beau, j'avais pas les bonnes chaussures parce que j'avais voulu prendre des chaussures légères, j'étais très con. La nutrition, c'était « Oh tiens, ça a l'air bon, je le mange ». Le sommeil, je m'en étais pas du tout occupé, donc ce qui fait que j'ai eu des somnolences après la nuit blanche. Il n'y a pas grand-chose qui allait, mais néanmoins, il fallait aller au bout, franchir la ligne, et en aucun cas m'arrêter. Mais par contre, j'aurais pu trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour dire ça va pas, j'arrête. Et ça, c'est ce que j'expliquais à Richard sur le podcast. Je lui disais, en fait, je définis un objectif, et puis ensuite, je dis à tout le monde, comme ça, si j'arrête, je passe pour un con. Donc, quand t'es sur ton ultra et que ça va pas, tu réfléchis 30 secondes, tu te dis, ah oui, merde, ah putain, j'ai dit que j'allais faire ça. Ah oui, mais si j'abandonne, là, j'ai quand même passé pour un connard, du coup. Mince, alors. Ah mince, c'est foutu, je suis obligé de continuer. Et du coup, tu continues. Bon, après, évidemment, t'es jamais très bon, mais tu finis le truc, quoi. Voilà. Voilà un petit peu la préparation mentale avec Sylvester Stallone, en fait. C'est le fait de faire des trucs simples, carrés, qui fonctionnent sans rédiger une dissertation pour justifier le fait que t'aies mis des baskets et que tu sois allé courir dehors, quoi. Donc c'est vrai que tout le monde est différent là-dessus, bien sûr. Moi, j'ai besoin d'un mec... Pour être motivé, j'ai toujours eu besoin d'un mec exemplaire, tu vois. Typiquement, si demain, je me dis, tiens, mon facteur limitant sur l'UTMB, c'est le côté mental, parce que j'ai développé tout le reste, donc je vais me tourner vers un préparateur mental, la seule chose qui m'intéresserait, c'est de faire appel à Stéphane Brognard. Parce que je sais que c'est quelqu'un de brutal. Et c'est exactement ce que je viens rechercher. Par contre, d'autres personnes vont rechercher des aspects différents du fait de leur passé. Donc c'est pour ça qu'on revient à la phrase que j'ai donnée au début. Un préparateur mental n'est pas égal à un préparateur mental. Voilà.
Et il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes outils pour les mêmes fonctionnalités. Voilà, je vous laisse là-dessus, sur cette réflexion du coup très profonde autour de la préparation mentale qui m'habite. Donc c'est vraiment du tac au tac chez moi, voilà, j'ai décidé de faire ça, je le fais, point barre. Et un petit peu comme dans Star Wars, donc la revanche des Sith, quand Anakin se bat avec Obi-Wan, et il lui sort cette phrase « Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». Et donc Obi-Wan répond en disant « Seul un Sith est aussi buté ». Je sais plus si c'est ça la phrase exacte. Et voilà, donc là, voilà, encore une fois, voilà un exemple, un autre exemple. Un film mythique, une punchline, et voilà, et ça part là-dessus. Et en fait, quand je suis dans mon effort, je me remémore toutes ces choses, quoi. C'est pas toujours les mêmes, mais voilà, dans Rocky, on pourrait voilà, Rocky Balboa, bah alors en plus, à un moment donné, il est trop vieux, tu vois, il est trop vieux pour combattre. Et du coup, son entraîneur lui dit, bah t'es trop vieux, la vitesse, machin, ça va pas, truc et tout, on va te fabriquer des missiles à hématome. Voilà, quand tu vas le taper, il faudrait qu'il ait l'impression de faire la bise à un train. Il faudra retrouver évidemment la vidéo pour saliver de tout ça, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Allez, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me partager aussi vos plus beaux souvenirs de jeunesse, là. J'ai sans doute oublié quelques films, alors j'ai très très peu consommé, le Schwarzenegger, j'ai très très peu consommé Terminator, Alien, pareil, Predator non plus, Commando, voilà, je l'ai vu très très tard, Conan le Barbare également, mais n'hésitez pas à me dire, vous aussi, les films qui vous ont marqué, si vous avez peint des Warhammer, est-ce que ça vous a excité de peindre des orques chevauchant des sangliers ? Oui, ça existe. Voilà, n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à me faire part de vos belles années qui, parfois, c'est vrai que des fois, tu t'en rends pas compte. T'es là sur ton ultra, t'as fait la nuit blanche, t'es en train d'attaquer la deuxième journée, et d'un coup, va savoir pourquoi, tu te remémores un film que t'as vu 10 ans en arrière, quoi, tu vois. Voilà. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est assez récurrent comme phénomène. Voilà, on finira là-dessus. Allez, salut, et à vendredi, très chers patriotes, préparez-vous, réservez un petit moment, une après-midi, une soirée, pour écouter la bombe que je vais vous lancer vendredi. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.